Que serait Freddy Krueger sans son faciès carbonisé? Que serait Candyman sans sa cage thoracique aérée? Que seraient les slashers sans leur défilé de visages mutilés? Et enfin, que serait le Gripsou le clown de Tim Curry sans sa chevelure bizarroïde, son horrible nez rouge et tout un tas d'éléments de maquillage qui en font un monstre obscène et grotesque? Oui, c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, de maquillage, un des sujets qui n'est pas toujours le plus abordé dans les effets spéciaux et qui pourtant est fondamental. En effet, avant l'image de synthèse, avant les animatroniques, la première façon de fabriquer un personnage ou de transformer un être humain pour l'amener jusqu'à son personnage, c'est bien le maquillage. Si on peut vous proposer cette vidéo, c'est grâce à la participation de l'ECAR, l'École internationale des métiers du cinéma et de la télévision, qui sponsorise cette vidéo. Et c'est important parce que tout simplement l'ECAR a depuis 11 années des formations, notamment une formation de maquillage, qui sont évidemment en lien avec ce qu'on est en train de vous raconter. D'ailleurs, on vous a mis le lien dans la description de cette vidéo. Et c'est effectivement grâce à ce type de soutien, de collaboration, de sponsor, qu'on est en mesure de sortir un petit peu des sujets qu'on traite quotidiennement à vos côtés et de prendre plus de temps pour aller sur quelque chose qui nous passionne également. Comme quoi les écoles de cinéma ne servent pas seulement à glander ou à réciter dans l'ordre ou le désordre la filmographie de votre réalisateur préféré, c'est aussi un très bon moyen d'apprendre comment transformer comédiens et comédiennes en sac à viande, et ce en toute légalité. Certes, ni Geoffrey, ni Mathieu, ni moi n'avons suivi cette formation, néanmoins, nous nous passionnons pour les personnages que permettent de créer les maquillages. Et on va donc vous révéler quels sont ceux qui nous ont le plus marqué dans notre cinéphile. Causons maintenant du Loup-garou de Londres qui est sorti en 1981 et a été réalisé par John Landis. Le film a été une date fondatrice dans les effets spéciaux et notamment dans les maquillages parce que tout simplement, il a engendré la création de l'Oscar des meilleurs maquillages. Pourquoi? Parce que le travail de celui qui s'est chargé de tout ça sur le film, à savoir Rick Baker, a été tellement important qu'il a tout changé. On retient du film notamment une séquence de transformation de loup-garou qui est réputée la meilleure du genre. Et c'est vrai. Le film a 40 ans, et ça n'a pas bougé, ça n'a pas pris une ride. Pourquoi est-ce que cette scène elle est si fondamentale dans le film? Parce que John Landis a décidé de ne pas montrer son loup-garou, on va dire, en pied, c'est-à-dire en entier à l'image. Donc, par définition, la séquence la plus spectaculaire ou la plus démonstrative, graphique, visuelle, sera, par essence, celle où notre héros se transforme en loup-garou. Et bien, pour réussir cette scène, Rick Baker va mélanger toutes les techniques possibles et imaginables en 1981. On va avoir, bien sûr, énormément de maquillage qui vont aller aussi bien des modifications faciales, de la prosthétique qu'on va utiliser pour donner l'illusion donc que le visage du héros est en train de se transformer, à des perruques, à des faux cheveux, à des faux poils, à de la fausse dentition. Tout ça va être utilisé abondamment, mais on va aussi avoir des effets de prestidigitation qui sont assez marrants, qui seront repris d'ailleurs dans Terminator et Terminator 2 des années plus tard, où on voit notre héros regarder sa main se transformer. Et tout simplement, c'est un faux bras dans lequel on a des pistons mécaniques et des morceaux de seringue, en fait, sans les aiguilles bien sûr, pour pousser et donner l'impression que la main s'agrandit. On a à peu près le même système qui est fait pour les pattes arrière de la bête. On a un corps escamotable qui est fait pour donner l'impression que en entier la physionomie de notre personnage s'est complètement métamorphosée. Et puis on a pour les dernières phases de la métamorphose carrément des animatroniques qui sont là pour nous donner à voir la mâchoire qui se métamorphose, pour nous donner à voir le nez qui se transforme en museau. Bref, des transformations radicales. Et puis il faut aussi dire qu'il y a d'autres éléments dans le film qui lui donnent sa valeur et qui lui ont peut-être permis d'engendrer la création de l'Oscar du meilleur maquillage. C'est tout simplement le personnage de Jake qui est le meilleur ami du héros, qui au début du film se fait massacrer par un loup-garou et qui ensuite, tout au long de l'intrigue, va venir discuter avec le personnage principal au fur et à mesure que donc il nous apparaît comme un espèce de fantôme pourrissant. Sur le papier, on pourrait être tenté aujourd'hui de se dire « Oh là là, ce sont des maquillages un peu plus classiques finalement, ça n'est que du latex simulant des blessures », mais il faut bien voir le degré de précision de ces blessures, combien elles sont appliquées avec finesse et intelligence sur le corps, sur la trachée du personnage de Jake, leur niveau de détail et enfin leur niveau de réussite, vu qu'il y a un fameux petit truc que beaucoup de spectateurs ont pris pour quelque chose d'intentionnel alors que c'était au contraire une petite erreur. C'est un petit bout de latex qui pendouille et qui donne le sentiment que vraiment sa peau est en train de se détacher. Eh bien non, tout simplement c'était un morceau de latex qui n'avait pas réussi à coller à cause de l'eau et des différents fluides qu'on utilisait pour donner le sentiment que cette blessure n'était pas un morceau de plastique, de caoutchouc sec, mais bien une plaie suppurante. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le film a été un jalon fondamental de l'histoire des maquillages à Hollywood et il nous semblait important de vous en causer. Blueberries. Blueberries.
La galaxie Star Trek est évidemment un boulevard pour l'imaginaire des spécialistes en maquillage, puisque les espèces aliens peuvent ressembler à tout et n'importe quoi, souvent n'importe quoi, ce qui permet de véritablement créer de toutes pièces un personnage. Dans la série Star Trek Discovery, on découvre ainsi Saru de l'espèce des Kelpiens. Derrière cette tête d'alien se cache l'acteur Doug Jones, habitué des maquillages puisqu'on l'a vu, ou plutôt pas vu, chez Guillermo del Toro, la créature de la forme de l'eau, Abe dans Hellboy, le faune et l'homme pâle dans le labyrinthe de Pan, tout ça c'est lui, et à chaque fois il a pu donner de la vie et des émotions à ces créatures incroyables. Saru dans Star Trek Discovery, c'est vraiment le travail de maquillage le plus simple et noble qui soit. C'est un masque en silicone en plusieurs parties, le crâne, le visage, le menton et la bouche. Tout ça est assemblé, appliqué sur l'acteur Doug Jones, puis l'équipe travaille sur les raccords et couleurs pour uniformiser le tout. Viennent ensuite les gants, l'uniforme, les chaussures et paf, voici Saru créé de la tête aux pieds littéralement. Tout ça est un énorme travail, des semaines pour assembler, créer le masque parfait, des heures pour le poser et faire les retouches sur place sur l'acteur, et à la fin de la journée, tout ça est jeté car le masque n'est pas réutilisable. C'est intéressant aussi d'avoir en tête que les outils ont évolué au cours des dernières années. L'équipe utilise maintenant des imprimantes 3D, des tablettes graphiques en plus de la sculpture du silicone et de toutes les autres techniques classiques. Derrière ce maquillage, il y a James McKinnon qui traîne dans la galaxie Star Trek depuis la série La Nouvelle Génération et Glenn Hetrick. Et le duo se place dans la lignée d'un autre homme culte, Michael Westmore, figure majeure des maquillages de Star Trek qui a largement nourri l'imaginaire de bien des fans de SF et de Trekkies. Ce qui est important ici, c'est que Saru est certainement l'un des meilleurs, voire le meilleur personnage de Star Trek Discovery. C'est pas juste parce qu'il a une fière allure et une belle gueule d'alien, c'est vraiment parce qu'il existe véritablement émotionnellement face au personnage humain. Et d'ailleurs c'est ironique, il est souvent plus touchant et on a plus d'empathie pour lui que pour les personnages humains, notamment l'héroïne qui est quand même un peu chiante. Non seulement on croit plus en l'existence de Saru, mais en plus, on en oublie presque que c'est un acteur avec un masque qui a passé 2 heures à disparaître derrière du silicone en buvant du café le matin à 6 heures. C'est certainement le plus beau compliment pour l'équipe de maquilleurs parce que ça permet à Saru d'être l'un des personnages principaux, avec autant de répliques que les humains et avec autant d'espace pour jouer et exister. On arrive alors à la magie ultime du maquillage, ce n'est pas juste pour faire beau, ou créer un effet rapide d'horreur ou d'émerveillement pour une scène ou deux, mais ça installe durablement une autre réalité jusqu'à ce qu'elle devienne familière, invisible, ce qui est encore plus beau sur une série dont le récit s'étale et existe dans le temps. The one hope. The only hope. The Exorcist. Alors, pour l'Exorciste, on pourrait bien évidemment parler du travail autour des maquillages sur Linda Blair, qui sont vraiment spectaculaires, qui ont marqué pas mal de spectateurs, mais parfois les meilleurs effets sont aussi les moins perceptibles. Et ici, les têtes qui se tournent et le vomi fluo, ils ont un peu occulté une autre prouesse qui est le vieillissement de Max von Sydow. C'est un truc qui revient souvent quand on parle de maquillage, qui sont les effets de vieillissement. Et ça peut paraître super simple dit comme ça, mais en fait c'est un des trucs les plus complexes, parce que pour créer un monstre, il faut que le public accepte le monstre. Mais pour faire vieillir quelqu'un, il faut reproduire un effet naturel qu'on connaît tous. Et ça implique de mimer quelque chose qui s'est même pas encore passé. Et dans le cas de Sydow, c'est d'autant plus amusant que quand il est mort il y a quelques années, beaucoup de gens se sont dit il avait quel âge en fait? Parce que on le connaît tous super vieux. Beaucoup de gens ont l'image de Von Sydow dans l'Exorciste, mais en fait Von Sydow dans l'Exorciste, il était pas si vieux. Et ils ont réussi à vraiment anticiper en fait son propre vieillissement, ce qui est presque flippant. Donc on a couronné à juste titre Dick Smith sur le maquillage de Linda Blair, que d'ailleurs Friedkin ne voulait pas trop charger pour qu'on voit bien la gamine. Mais en fait on l'a peut-être pas assez consacré pour son travail sur le personnage du père Merrin, qui devait avoir dans les 70 ans, alors que Von Sydow, il en avait 44. Il a donc fallu rajouter plein de rides, etc. Bon, le processus est super complexe, je le connais pas de bout en bout. Et il y a un bout de l'entretien de l'American Film Institute, qui est dispo sur YouTube d'ailleurs, où l'acteur il revient sur son expérience, où il met le doigt sur une problématique dont Simon parlera plus en détail par la suite, mais qui est super intéressante. Il dit « J'avais tellement de maquillage que quand je pensais réagir, quand je pensais avoir une réaction sur mon visage, ça se voyait pas. » Il a souvent dit qu'il avait un peu galéré avec son maquillage, et les effets spéciaux en général pour jouer, ce qui prouve aussi que les artistes derrière ces prouesses, elles ont un véritable dialogue avec les acteurs. Et aujourd'hui, beaucoup de ces vieillissements, et surtout de ces rajeunissements, sont faits avec des effets spéciaux numériques, mais c'est bon, un autre débat, d'autant que les deux approches se complètent en fait assez souvent, comme sur l'autre référence en la matière qui reste L'étrange histoire de Benjamin Button. Reste qu'avec pas mal de latex et vraiment beaucoup de génie, qui est les deux choses dont ils avaient surtout à l'époque, parce qu'évidemment ils n'avaient pas de numérique, les effets de l'exorciste sont impressionnants. Et d'ailleurs je trouve qu'ils enterrent encore pas mal d'effets de vieillissement actuels qui utilisent ou qui n'utilisent pas des effets spéciaux numériques. Je pense par exemple, alors je suis pas un expert, mais selon moi par exemple, sur Prometheus, le vieillissement de Guy Pearce, qui est censé être un peu un twist en plus, spoiler alert, désolé, il fonctionne beaucoup moins bien, il y a beaucoup moins de soins qui a été apporté. C'est la preuve que c'est un truc super complexe, mais qui est beaucoup trop sous-estimé. Et en soi, c'est un mal pour un bien, parce que selon les make-up artistes eux-mêmes, les meilleurs effets, c'est ceux qu'on voit pas.
because Stanley Ipkiss is not the man he used to be. Smokin'! The Mask. Parlons maintenant de The Mask, qui est sorti en 1994 et qui est réalisé par Chuck Russell. Chuck Russell, c'est un metteur en scène qui, à l'époque, a déjà bossé sur le 3e épisode de la franchise Freddy, quelqu'un qui a également réalisé The Blob, la version de 1987. C'est donc quelqu'un qui est à l'aise pour diriger des équipes qui vont devoir interagir avec des effets spéciaux compliqués, des techniques différentes. C'est donc évidemment en grande partie grâce à lui que The Mask est réussi. The Mask qui nous raconte l'histoire du héros joué par Jim Carrey, qui tout simplement un jour met la main sur, vous l'aurez compris, un masque qui va le révéler à lui-même, en faire un espèce de toon, sociopathe, vert, à la fois ultra drôle, ultra violent, régressif, une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde sous MDMA, quelqu'un de bien. Donc, il faut savoir que si ce masque est aussi réussi, c'est parce qu'il est l'œuvre, tout simplement, d'un concepteur un peu à part, dont le nom ne figure pas parmi les plus connus d'Hollywood, c'est Greg Cannom. Greg Cannom, il a officié notamment sur le Dracula de Francis Ford Coppola, sur Mrs. Doubtfire, c'est donc un type doué, et là il va réussir ce qu'on pourrait appeler un effet spécial, un maquillage paradoxal. À la fois, son maquillage doit être très visible, très fort, parce qu'il faut bien sûr signifier au spectateur que quand le héros met son masque, il devient un tout autre être humain. Donc on va changer la structure de son visage, on va modifier la perspective, la manière dont il prend la lumière, la couleur de sa peau déjà, et littéralement, encore une fois, l'architecture de son faciès. C'est donc un truc qui est à la fois très fin, très compliqué, qui doit en plus tenir suffisamment longtemps avec quelqu'un qui doit en permanence parler, faire des mimiques. C'est donc très compliqué, ça prend des heures de pause, c'est en réalité pas un masque, mais des dizaines de pièces qui s'assemblent, de maquillage qu'on connecte sur un visage, celui de Jim Carrey. Et puis, et c'est là que ça devient paradoxal, il ne faut surtout pas que ça fasse disparaître complètement Jim Carrey. Parce que si on éteint sa performance, si on étouffe sa capacité très cartoonesque à faire des grimaces, des mimiques, des rictus, eh bien, on va ôter au film son principal atout, on pourrait dire son effet spécial organique, celui avec lequel on a essayé de le vendre et d'amener le public dans la salle. Donc c'est extrêmement paradoxal, c'est très compliqué, on marche vraiment sur une corde raide, et le film y parvient tout à fait, c'est-à-dire que le film devient même un révélateur, un multiplicateur, un exhausteur de la performance de Jim Carrey. En outre, ce maquillage incroyable, il anticipe un truc qui est un tour de force à l'époque. C'est tout simplement, le film a conscience que pour être tout à fait réussi, et c'est ce qui va arriver à beaucoup de productions et de blockbusters des années après, il faut réussir à organiser une vraie collaboration, une vraie interaction entre effets pratiques et effets numériques. Et quand on le regarde encore aujourd'hui, alors que la plupart des films de 93-94 qui utilisent intensivement les effets spéciaux numériques sont devenus irregardables, eh bien, The Mask parvient à vraiment faire un tout cohérent, un flux toujours particulièrement fluide entre le numérique, le prosthétique, et ça, c'est tout simplement une performance démentielle à l'époque. Et enfin, moi j'aime bien que les Américains réussissent à faire de belles choses en s'inspirant de classiques comme Fantomas que nous autres Français avons fait 30 ans plus tôt. Si La Mouche ça a traumatisé autant de monde, et je me comprends dans ce autant de monde, c'est grâce à plein de trucs, mais surtout les maquillages de Brundlebush, et ce en premier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, déjà allez le voir, mais ça raconte l'histoire d'un mec qui se transforme peu à peu en mouche géante après s'être téléporté à côté d'une mouche normale. Et en fait, ce qui est vraiment passionnant avec La Mouche, c'est que ça peut être vu comme une démonstration, voire une décomposition en fait du travail des équipes de make-up artistes. Parce que tout le film, ça raconte l'histoire d'un mec qui mute de plus en plus, donc son maquillage est de plus en plus élaboré, ce qui le différencie d'ailleurs de La Mouche Noire dont il est le remake, où là on avait le maquillage avant et après. Et en tant que spectateur, on a presque l'impression de s'immerger dans le processus de maquillage. Et même au niveau de la psychologie, c'est une interprétation qui est super intéressante. C'est-à-dire que comment on fabrique un monstre en fait. On prend un humain avec ses désirs, ses qualités, ses défauts, et on lui peinturlure la tronche, jusqu'à en faire une créature tout autre, qu'on essaye désespérément de voir par son côté humain. C'est tout le sujet du film. Évidemment, c'est des thématiques qui circulent partout dans le cinéma de Cronenberg, mais ce serait un peu trop schématique du point de vue de la technique de le résumer comme ça. Parce que si à l'image, on a l'impression de voir des couches de maquillage qui se rajoutent sur la tronche de Jeff Goldblum, chaque étape, c'est le fruit de recherches de dingue par Cronenberg, mais surtout Chris Wallace, qui est vraiment un des grands artistes des années 80. Donc Wallace et ses assistants, ils ont construit des tas et des tas de miniatures, de design, etc.
et Cronenberg il a choisi les designs qu'il préférait. D'ailleurs il a pas choisi les concepts les plus proches d'une vraie mouche, hein, quoi qu'on puisse en penser, il a plutôt choisi ce que voilà s'appelle le Space Bug Design. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que dans le making of, il montre le design qu'on voit à la fin du film, qui est donc le tout premier qu'ils ont produit, qui est l'œuvre de Jonathan Horton, et il explique qu'il voulait pas en fait que Cronenberg le prenne, parce que c'était le plus complexe à concrétiser. Mais évidemment c'est celui-là qu'il a pris. Donc sur les miniatures, il y avait 4 étapes de la transformation, et la concrétisation de chaque étape demandait un travail artistique et technique qui était assez ouf. Ces deux aspects sont particulièrement liés sur ce film, parce que l'état mental du personnage, il est reflété par son maquillage. Donc ça pouvait pas marcher sans ça. Des designs à la concrétisation des effets, la mouche c'est vraiment à voir, parce que c'est un accomplissement technique qui est complètement fou, mais aussi qui est complètement essentiel à l'œuvre finie. C'est-à-dire que l'aspect technique est tellement important dans la mouche, c'est tellement ce qui en fait un chef-d'œuvre en fait, que c'est Chris Wallace lui-même qui a réalisé la suite, qui a d'ailleurs elle-même de très bons effets spéciaux. Donc ouais, des fois les maquillages, c'est au moins aussi, voire plus important que le reste. Excuse me. They say you can imitate anybody, even their voice. Even their voice. Le cas de la mutante Mystique dans la saga X-Men est intéressant parce qu'il montre bien l'évolution un peu triste de l'art du maquillage. Le personnage a été vu à l'écran dans 8 films, étalé sur 20 ans depuis l'an 2000, et la technique a largement changé en cours de route et pas pour le meilleur. Ça témoigne malheureusement bien d'un savoir-faire qui se perd ou du moins qui est mis de côté voire méprisé aujourd'hui à Hollywood. Dans le premier film X-Men, Mystique était incarnée par l'actrice Rebecca Romijn. C'était un rôle très secondaire avec très peu de répliques, et la technique utilisée à l'heure était plutôt inédite. C'était Gordon G. Smith qui l'avait mise au point. Pour l'effet écaille, 2 tiers du corps de l'actrice était recouvert de prothèses autocollantes posées des pieds jusqu'au visage avec des touches de colle. Il y avait aussi des moulages pour ses seins par exemple, puis le reste de sa peau était recouvert de peinture bleue avec de la poudre en plus posée dessus pour accrocher la lumière à l'image. Sans oublier une double paire de lentilles et une perruque. Ces prothèses étaient enlevées et lavées le soir et réutilisées le lendemain par l'actrice ou sa doublure cascade. Sur les suites, le processus a été simplifié avec plus de prothèses et moins de peinture, mais ça restait quand même très lourd. Pour créer ce personnage, pour que l'actrice se mette dans la peau du personnage littéralement, il fallait compter environ 7 heures de travail, sans compter le temps pour enlever toutes les prothèses, les écailles, et en plus la peinture à enlever. En tout cas, le résultat était tout de même assez dingue et magnifique et impressionnant. C'était un travail en plusieurs couches qui permettait d'avoir de la matière, de faire jouer la peau de l'actrice avec des dégradés de bleu entre les prothèses et la peinture appliquée sur la peau. Ça prenait très bien la lumière, ça permettait de rendre tangible cette mutante, ce qui était quand même le but à la base. Quand Jennifer Lawrence a repris le rôle dans X-Men le commencement, avec un rôle plus important à l'écran, plus de répliques, l'équipe, sous la direction de Frances Hannon, a voulu assurer une continuité. Donc ça restait à peu près le même processus, environ 7 heures de maquillage, 6 personnes pour tout poser sur le corps de l'actrice, mais le drame est arrivé avec X-Men Days of Future Past. Là, tout a changé. Adieu les prothèses, la peinture toxique, on est passé à une simple combinaison que l'actrice devait enfiler. Les raisons étaient alors multiples, Jennifer Lawrence avait déjà mal supporté la peinture évidemment très toxique et pas très bio, donc l'équipe cherchait une alternative, et surtout, Jennifer Lawrence était devenue une méga star avec Hunger Games, donc elle avait plus son mot à dire, et son personnage était naturellement bien plus présent à l'écran. Il voulait profiter de sa popularité, donc Mystique avait un rôle beaucoup plus majeur à l'écran. C'était donc ingérable d'avoir autant d'heures de préparation de maquillage pour Jennifer Lawrence tous les matins. C'est d'ailleurs pour ça que dans pas mal de films de la saga, à partir de là, on l'a vu très souvent habillée et plus à poil en combinaison en écaille. Au final, en l'espace de 8 films, on est passé de 7-8 heures de travail, une centaine de prothèses, plusieurs artistes impliqués et donc un travail titanesque, à 3 heures de travail, une simple combinaison enfilée, une combinaison très rigide, uniforme, qui a vraiment dans les pires scènes un effet plastique dégueulasse sous la lumière. C'est vraiment là un triste travail de démolition d'un design qui était merveilleux à l'origine, sachant que ce design n'a cessé d'évoluer de film en film, que ce soit le placement des écailles sur le front et la peau et le visage, ou la teinte de bleu. Quand on compare le tout premier film X-Men à X-Men le commencement, on voit déjà de petits changements arriver, mais ça reste encore assez solide. Si on compare à X-Men Dark Phoenix, le dernier film en date, et encore, il faut trouver une scène où on ne voit pas Jennifer Lawrence elle-même bien coiffée, bien maquillée, mais bien Mystique, la mutante, le gouffre est spectaculaire. Et c'est presque comique, parce qu'on a l'impression de voir un espèce de zombie sorti d'un vieux film cheap de Romero et pas un blockbuster à plusieurs centaines de millions de dollars. Clairement, le budget n'a pas été au département maquillage, et c'est vraiment dommage. I said the real Raven. Perfection. Voilà, comme on vous le disait en début de cette vidéo et comme on le rappelle régulièrement sur cette chaîne, pour une petite équipe comme la nôtre, le temps et les moyens sont deux contraintes qui peuvent limiter la quantité de sujets qu'on peut aborder et la forme qu'on peut leur donner. C'est pourquoi réussir à faire sponsoriser cette vidéo et à créer une collaboration autour de son thème était pour nous important et il nous semble cohérent. Cette vidéo a reçu le soutien de l'École internationale des métiers du cinéma et de la télévision. Et c'est extrêmement important parce que c'est tout simplement ce qui l'a rendu possible. Et c'est cohérent parce que l'Écart a des formations notamment à Paris et à Lyon
en animation et aussi tout simplement en maquillage. Et donc, c'était l'occasion un peu rêvée pour pouvoir faire cette vidéo. Voilà, on espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner, qu'elle vous aura donné envie de taper sur la cloche pour continuer à voir nos prochaines créations. N'hésitez pas à la commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. On pense bien à vous, on vous embrasse, on espère que vous allez bien et on vous dit à très bientôt.